Bonjour à tous et à toutes, ici Héronyme, on se retrouve dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format commandeur de Magic. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui était un petit peu attendu vis-à-vis de la dernière vidéo sur le Magic Fest de Strasbourg, c'est le deck tech ou plutôt le hard tech sur Téchar. Alors j'ai dit hard tech, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un deck assez compétitif. Du coup, comme c'est du compétitif, je vous avoue que je vais aller assez vite sur le deck tech. La decklist est disponible sur Magicville, vous l'avez en description de la vidéo. Je tiens à vous rappeler que bon, les commentaires faites-les plutôt par ici. N'oubliez pas également que si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo d'ailleurs, ou la disliker, ou commenter parce que vous n'êtes pas d'accord. D'accord, ouais, mais voilà, vous avez le droit aussi. Et bah voilà, partagez aussi avec vos amis, si jamais vous voulez que certains fassent un deck tech Téchar, ou que vous savez qu'il y en a certains qui étaient intéressés par ce commandant. Eh bah écoutez, voilà, hein, c'est une aubaine pour eux, partagez-la avec eux. Alors avant toute chose, on va parler un petit peu de Téchar, on va faire un petit rappel sur qui il est. Téchar, apôtre de l'ancêtre, tout simplement une créature légendaire oiseau clair qui coûte 4 dont un blanc, c'est une 2-2 avec le vol, et quand vous lancez un sort historique, retournez une créature ciblée avec un converti de mana de 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille, sachant que tous les artefacts, les créatures, les sorts légendaires et les sagas sont historiques. Évidemment, alors je vais vous faire un petit topo du deck assez rapidement. Le but c'est tout simplement des combos. On est là pour comboter à mort et le plus rapidement possible. Le problème c'est que Téchar n'est pas un plan combo où en gros il y a une certaine combinaison de cartes qui va faire que vous allez gagner. Le problème c'est qu'il y a plusieurs combinaisons de cartes assez diverses qui font que vous pouvez gagner à un moment ou à un autre. Et du coup le souci c'est que je ne peux pas vous dire ça c'est la combo centrale, le but c'est que tout le reste du deck amène à cette combo. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop de possibles. Donc ce que j'ai fait, j'ai divisé tout simplement le deck en 9 catégories. Voilà, là j'ai le deck sous mes yeux, tout simplement divisé en 9. Avec tout simplement les artefacts qui coûtent 0, parce que le but c'est qu'on ait des artefacts qui puissent réanimer efficacement les bêtes, et le faire avec 0 mana c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite tout ce qui permet de faire de la réanimation d'artefacts, de manière générale, ou de la réanimation tout court. Ensuite le bounce de permanent, qui va être très utile pour pouvoir envoyer les artefacts qui coûtent 0 dans la main. Ensuite, tout ce qui est les options de sacrifice, donc la section des hôtels dont on va parler, qui contient quand même pas mal de conditions de victoire. Ensuite, les conditions de victoire un petit peu alternatives qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente. Les tutos, parce que bon voilà, il faut tuto quand on a eu des combos. Les cailloux, mais alors pas n'importe quel caillou, les best cailloux. La value, alors là c'est un petit peu tout ce qui va nous permettre de faire avancer le deck quand il n'est pas forcément dans la partie combo, donc ça va plutôt être pas mal. Et la dernière partie, la plus grosse, la protection. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes, je tiens à le préciser. Par contre, je vous fais un cadeau et vous aurez le droit à nouveau d'avoir le prix de chacune des cartes. Sachant que pour la plupart, elles ne sont pas extrêmement chères. Il y en a juste quelques-unes qui ressortent vraiment du lot. Mais on reviendra à la fin un petit peu dessus pour savoir lesquelles sont vraiment essentielles au deck et lesquelles ne le sont pas. Voilà. Et je pourrais même vous donner le prix total du deck puisque je l'ai déjà calculé. Allez, on est parti, on va commencer par parler des artefacts à 0, donc du coup, point essentiel en fait tout simplement de cette partie sur Téchar, puisque réanimer une bête qui est au cimetière, qui coûte 3 ou moins, en lançant un artefact qui coûte 0, c'est extrêmement important. D'autant plus qu'il y a certains de ces artefacts à 0 qui vont nous être utiles pour justement pouvoir sacrifier l'autre permanent, ou alors tout simplement avoir des effets particuliers qui vont nous permettre de protéger un petit peu notre plan de jeu, ou tout simplement d'avancer dans notre deck. Pour ça, du coup, on a déjà une chose assez importante, les deux bubbles, les deux babioles, celles des deux frères, la Mishra's Bubble, la Urza's Bubble. Donc assez intéressant, leurs effets sont pas fous non plus, mais le mieux c'est qu'on peut piocher une carte surtout. La crypte de Tormod, très bien pour exiler le cimetière des adversaires. Les griffes de Gix, alors là c'est un petit peu, je vais vous faire une petite partie explication, puisque c'est un sacrifice de permanent. Il coûte 1 mana en plus, et ça vous fait gagner des points de vie. Il y a des combos en fait possibles dans le deck, notamment avec le pétale lotus dont on va parler juste après, qui tout simplement permettent de faire en sorte de refaire en boucle ça et de gagner 1 million de points de vie si vous avez envie. La Jara soudée qui est plus là parce qu'elle coûte 0. Le Mox d'ambre très bien parce que étant donné que Téchar est une pièce essentielle de toutes les combos du deck, Mox d'ambre qui coûte 0 et qui permet de faire du mana en fonction des Planeswalkers ou des créatures légendaires que vous contrôlez, c'est très important et ça fonctionne plutôt bien avec Téchar. Le Mox de Chrome, pardon, qui lui est plutôt un remplaçant, c'est-à-dire que c'est une version un petit peu moins chère du Mox d'Opale, que vous devrez certainement connaître,
qui du coup va malheureusement vous demander d'imprimer, enfin d'emprunter une carte sur le Mox de Chrome, de manière à pouvoir faire du mana. Mais bon, c'est toujours un artefact qui coûte 0. Et ensuite le lotus, le pétale de lotus, qui lui se sacrifie, enfin s'engage à se sacrifier pour faire un mana de n'importe quelle couleur. Donc c'est plutôt cool, et justement quelques synergies assez intéressantes en fait, tout simplement. Notamment avec des artefacts, enfin des créatures qui peuvent renvoyer sur le champ de bataille, enfin ou plutôt dans votre main, des artefacts quand elles meurent. Ça on en reparlera un petit peu plus tard dans notre partie réanimator. Mais du coup avec des moteurs à sacrifice comme les griffes de Gix, ça fonctionne plutôt pas mal. On passe aux créatures artefacts qui coûtent 0, très important et très intéressant pour le coup. On a le marcheur phyrexian qui coûte 0, c'est une 0-3. Le Memnite, une 1-1 pour 0. L'Ornithoptère, une 0 de vol. Et alors là, le petit cheat, la dernière, c'est la baliste ambulante. Alors la baliste ambulante, vous la connaissez certainement parce que c'est quand même un moteur de synergie et de combo assez fort dans le Commander et dans d'autres formats, qui coûte XX et qui a X marqueur +1/+1 sur elle, qui permet de les retirer pour mettre des blessures où elle veut. Là pour le coup on est dans une carte qui peut en fait être un petit peu le pinacle de votre deck, puisque il y a quand même moyen d'avoir du mana infini dans ce deck, et la baliste ambulante du coup est assez intéressante, et elle peut aussi être lancée pour 0 si jamais vous n'avez pas suffisamment de mana pour en faire quelque chose de meurtrier pour vos adversaires, donc autant en profiter, et quand même la considérer comme un artefact à 0 dans le pire des cas. Les réanimateurs, alors eux ils sont assez essentiels en fait, puisque des fois vous allez avoir des artefacts, que ce soit des créatures ou non, qui vont aller au cimetière pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour leur effet, pour un sacrifice via une autre carte, ou tout simplement à cause d'une bêtise, que voilà, les adversaires ont quand même essayé de réagir un peu à ce que vous faisiez. Donc du coup celles-là elles sont extrêmement importantes, et elles vous permettent justement de récupérer un petit peu ces pièces essentielles que sont les artefacts. De manière générale on va essayer de se concentrer sur ceux qui sont à 0 au niveau des artefacts bien sûr, pour pouvoir relancer ça. Enfin, les relancer, réanimer la bête qui du coup a pu être sacrifiée pour réanimer par exemple. Alors on va commencer la liste de ces réanimateurs avec l'éclaireur de récupération qui se sacrifie tout simplement pour renvoyer une carte d'artefact, donc c'est plutôt cool. L'écuyer léonin, lui, c'est plus quand il arrive sur le champ de bataille et uniquement une carte qui coûte 1 ou moins en tant qu'artefact. Donc bon, c'est plutôt pas mal aussi vu qu'on aime bien les effets d'arrivée sur le champ de bataille aussi, et qu'on aime bien les artefacts à 0 bien sûr. Le spécialiste de la restauration, c'est un peu pareil que l'éclaireur de la récupération, sauf que lui il peut aussi renvoyer un enchantement mais il n'a pas dans le deck, donc voilà, il fonctionne de la même façon. Le récupérateur mire, alors lui je vais m'arrêter un petit peu plus dessus, vous le connaissez peut-être, tout simplement une créature artefact pour 2, 1-1, quand il meurt, vous renvoyez une autre carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est plutôt cool, parce qu'en fait, il y a des combos possibles, des synergies en fait, où vous allez pouvoir le ranimer, en lançant un autre artefact que vous allez ensuite sacrifier, puis ensuite vous le sacrifiez lui, vous renvoyez l'artefact en question, vous le rejouez pour 0, etc. Donc en fait on tourne sur une boucle où le moteur, enfin l'élément de sacrifice pourrait très bien être du coup une condition de win, et on va y arriver un peu plus tard. La bête de somme fidèle qui ranime aussi une carte d'artefact quand elle arrive en jeu, pareil pour le chasseur de trésors. L'assistant d'atelier et le méca plongeur, ce sont en fait tout simplement des copies du récupérateur mire, hein, ils fonctionnent exactement de la même façon. Et ensuite on a le top du top, c'est le chariot de ferraille. Tout simplement une créature artefact pour 3, 3-2. Quand lui ou un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez dans votre main une carte d'artefact avec un coût converti de mana inférieur. Pour le coup, alors là c'est un petit peu la manière du méca plongeur, de l'assistant d'atelier et du récupérateur mire, sauf qu'il y a une petite condition supplémentaire, c'est le fait que l'artefact doit coûter moins que l'artefact qui justement a été mis au cimetière. Donc c'est plutôt pas mal justement quand on est dans une boucle de pouvoir réanimer juste plus d'une créature, de pouvoir réanimer plus d'un artefact depuis votre cimetière. En tant que terrain, j'en ai mis 2. Il y en a un qui est voilà, un petit réanimation qui renvoie dans la main du coup. C'est la ruine ensevelie qui se sacrifie tout simplement pour aller chercher pour animer une carte d'artefact dans votre main. Et ensuite il y a Emeria, la ruine céleste. Alors lui c'est un petit peu particulier. Je l'ai mis plus dans une situation, pour les situations un petit peu désespérées où la partie a tendance à durer, que vous avez beaucoup de terrain, ce qui n'est pas censé être le cas normalement dans le deck, on gagne assez rapidement. Donc voilà, c'est juste au cas où. Pour le moment, elle m'a pas posé de problème dans mes parties. C'est-à-dire que bon, ça arrive quand même engagé, ça pourrait être un souci, mais non, finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous en posera pas non plus. Sinon, je pense que ça peut être une carte tout à fait dispensable, donc vous pouvez tout à fait vous en passer.
On va parler des créatures à bounce. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ces créatures à bounce? Tout simplement parce que si vous avez un moteur à sacrifice, Téchar, 2 artefacts qui coûtent 0, un sur le champ de bataille, un dans votre main. Votre créature à bounce, elle a été sacrifiée justement via votre moteur de sacrifice. Vous allez faire en sorte de jouer votre sort qui coûte, enfin votre artefact qui coûte 0 pour la ranimer. Vous allez du coup pouvoir renvoyer dans votre main un de vos permanents, donc généralement un artefact, donc celui qui coûte 0 et qui est déjà sur le champ de bataille. Vous le renvoyez dans votre main. Vous sacrifiez à nouveau la créature qui a fait du coup bouncer votre carte d'artefact, qui va retourner au cimetière. Ça va déclencher du coup l'effet du sacrifice qui était nécessaire. Ensuite, vous allez du coup relancer l'artefact à 0 qui avait été remis dans votre main, qui va du coup revenir sur le champ de bataille, bouncer l'autre artefact que vous aviez joué précédemment, etc. Et du coup, on entre dans une boucle où en fait, on peut faire ça en infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement à cause de l'effet du sacrifice, parce que bon, généralement, on sacrifie pas pour juste pour sacrifier, c'est très rare, et quasiment impossible. Donc, on a cet effet de sacrifice qui peut être intéressant, plus le fait aussi d'avoir des sorts qui sont joués, dont je vous parlerai un petit peu dans les conditions de victoire alternatives. Dans cette catégorie, là, j'ai 4 cartes en fait qui sortent du lot, enfin qui sont les seules en fait, tout simplement. Le Faucon de Rutinance, qui lui en fait vous fait bouncer obligatoirement un artefact. La Mécanicienne de la Volière, qui vous fait bouncer un autre permanent si vous le souhaitez. Et la Pêche Céleste Corps et l'Ange de l'Émancipation, qui eux vous obligent à bouncer un permanent quand ils arrivent sur le champ de bataille. Voilà. Le cœur du deck, ça reste les moteurs à sacrifice, puisque tout simplement, ces moteurs à sacrifice, ça peut être des moteurs à kill, tout simplement. Puisqu'il nous faut à un moment pouvoir sacrifier de manière généralement gratuite, donc les griffes de Geeks par exemple qui demandent juste un mana en plus, ça peut être un peu gênant en effet, mais elles demandent, généralement on essaie de ne pas faire en sorte que les hôtels sur lesquels on sacrifie nos créatures ou nos artefacts ne s'engagent pas par exemple aussi, sauf quelques exceptions dont je vous parlerai, hein. Mais voilà, en gros, ces moteurs-là, ce sont les moteurs très importants. Il y en a quelques-uns, il y en a qui font du mana, il y en a d'autres qui font d'autres choses. Voilà. On va commencer justement avec autre chose, avec l'Hôtel de la Démence, qui lui fait meuler de la force de la créature sacrifiée, donc c'est plutôt pas mal. C'est encore une fois un plan meule, donc ça marche plutôt bien d'ailleurs. Ensuite, on a le Day du sacrifice, qui lui s'engage par contre pour sacrifier une créature et mettre un marqueur charge dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait de pouvoir piocher ensuite en fonction du nombre de marqueurs charge plantés sur le dé. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc ça m'intéresse quand même d'avoir un minimum de pioche, mine de rien. Ensuite, le Spawning Pit, la fosse de l'engeance. Lui qui nous fait sacrifier des créatures pour mettre des marqueurs charge aussi, mais pour faire ensuite des 2-2 créatures artefacts. Alors ça déclenche pas tes chars, c'est sûr, mais ça fait toujours des créatures qui peuvent bloquer, qui peuvent être sacrifiées ensuite sur d'autres effets. Donc ça peut être cool. Sachant que j'ai réussi à faire une boucle infinie au Magic Fest à Strasbourg et à faire 300 créatures 2-2, donc c'était plutôt pas mal. Les deux prochaines, c'est vraiment là les moteurs à combo, c'est-à-dire que en plus de l'Hôtel de la Démence qui fonctionne très bien comme il est, il y a également le poste de broyage et le poste de déflagration. Les deux fonctionnent sur un principe, le poste de broyage va en fait meuler un adversaire en s'engageant et en sacrifiant un artefact. Le poste de déflagration, lui, en fait, vous demande de sacrifier une créature et inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc d'un côté, artefact, de l'autre côté, créature. D'un côté, la meule, de l'autre côté, les blessures. Mais, en fait, la petite particularité, parce qu'il s'engage. Vous pourriez me dire, mais non, mais attends, Eonim, tu te fous de notre gueule, t'as dit qu'on évitait d'engager les moteurs à sacrifice. Bah oui, je suis d'accord. Mais, il y a une petite ligne sur chacun des deux. En fait, sur le poste de broyage, donc celui qui sacrifie les artefacts, si jamais un artefact arrive en jeu, vous pouvez le dégager. Et sur le poste de déflagration, si jamais une créature arrive en jeu, vous pouvez le dégager. Donc du coup, ces petites cartes-là qui ne payent pas de mine, en fait, c'est des moteurs à combo eux aussi. Et puis, étant donné que vous allez jouer des artefacts qui vont réanimer ensuite des créatures, du coup, l'un comme l'autre sont extrêmement utiles. Dans les boucles que vous pouvez faire, justement, comme je vous expliquais tout à l'heure avec les créatures qui bounce, etc., bah du coup, ces cartes-là, elles sont extrêmement importantes. Elles peuvent vraiment vous permettre du coup de sacrifier la créature en question, patati patata, et d'infliger des blessures, et du coup vous partez dans une boucle où vous infligez autant de blessures que vous voulez à chaque adversaire. Voilà. Pour parler un petit peu de mana, donc là c'est plus pour avoir du mana infini, on a l'hôtel d'Ashnod, qui fait du mana incolore, en sacrifiant une créature.
On a l'hôtel Phyrexian qui lui coûte un peu plus cher quand même au niveau sous, hein, il faut l'avouer, mais qui fait du mana coloré par contre, et un seul par contre. Et ensuite, on a l'anciennement l'anciennement carte à combo en moderne, c'est-à-dire la ferronnerie du clan Krark, qui est l'une d'ailleurs des seules cartes qui coûte 4 dans le deck en dehors de Téchar, qui vous demande de sacrifier un artefact pour faire 2 mana incolores. Et on a en plus un petit terrain qui peut être utile, bon alors c'est un terrain donc du coup il s'engage pour faire son effet, c'est le haut marché. Vous l'engagez, vous sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie. C'est plutôt cool, ça permet de faire un petit recyclage si jamais vous n'avez pas les moteurs à sacrifice nécessaires. Au moins ça vous fait gagner un petit peu de points de vie, et puis de l'autre côté ça vous permet aussi de déclencher un petit peu quelques effets à la mort des créatures en question. Les conditions de win alternatives. Alors c'est pas vraiment des conditions de win alternatives, c'est plutôt que là ce sont des éléments qui vont jouer un petit peu sur, enfin des cartes qui vont aimer en fait qu'il se passe des choses à côté, qu'il y ait des boucles, même si les boucles n'amènent à rien en fait. Ça va être les cartes qui vont se rajouter en plus d'une boucle qui peut n'avoir l'air de rien faire, et qui peut faire en sorte que ce soit une win. Il y en a deux, en plus c'est deux de mes artefacts préférés. On a l'hôtel de la couvée qui coûte 1 mana, et en fait qui va faire meuler à chaque fois que vous avez un permanent qui arrive sur le champ de bataille. Donc c'est plutôt cool, puisque dans une boucle, les permanents vont arriver sur le champ de bataille en boucle, avec la réanimation, l'artefact qui a été casté qui arrive, le sacrifice, réanimation à nouveau, etc. Enfin bon, les boucles comme ça, du coup, l'hôtel de la couvée aime beaucoup. Le réservoir de flux éthérique à côté, parce que évidemment, chaque fois que vous allez lancer un artefact pour réanimer une bête, bah, c'est un sort, même s'il coûte 0. Donc voilà, ça vous fait gagner des points de vie, ça permet du coup de blaster à 50 derrière, donc c'est plutôt cool. Et c'est encore une fois l'une des seules cartes à 4 mana du deck. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais ça en fait partie. Alors ensuite, on a les tutos. Alors est-ce que j'ai besoin de rappeler à quoi sert un tuto? Ah oui, peut-être. Bon. Je vous avoue que les tutos, malheureusement, on est en mono blanc. Les tutos, on pourrait croire qu'il n'y en a pas tant que ça. Là, j'ai réussi à en trouver 5. Il y en a qui sont spécifiques aux artefacts et d'autres qui sont spécifiques, évidemment, aux créatures. Je vous avoue que c'est extrêmement important parce que dans notre combo, on a toujours des créatures, obligatoirement, hein, puisque Téchar ranime uniquement des créatures. On a toujours des artefacts derrière qui peuvent être importants. Donc on a besoin de pouvoir aller chercher ces éléments-là, ces éléments clés, de manière justement à pouvoir finir la game au plus vite. Et les tutos c'est la vie tout simplement. Donc parlons un petit peu des différents tutos qu'on a ici. Déjà le don du forge-acier qui va chercher un équipement très important parce qu'il y a un équipement qui défonce sa race dans le deck. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais il est extrêmement important de l'avoir. Ensuite, de manière plus générique, on a tout simplement la préceptrice éclairée, hein, l'éphémère qui va chercher un artefact ou un enchantement. Mais bon, on est plus sur les artefacts quand même, vous avez compris. Et très important, vu le nombre de combos qui reposent sur une masse d'artefacts assez impressionnante. Ensuite, on a le Recruiter of the Guard, qui malheureusement, lui coûte un petit peu cher, mais qui va nous chercher une créature qui a 2 d'endurance ou moins. Très important, puisqu'on a des créatures à 0 qui ont 2 d'endurance pour certaines. Et il y a aussi des moteurs à combo, enfin des créatures à combo plutôt comme le chariot de ferraille, donc très bien. Ensuite, la dernière créature tuto, c'est le Ranger Deos, qui est la seule créature qui coûte 4, c'est malheureux, mais en fait il est vraiment utile pour le deck du coup. Et tout simplement, quand il arrive en jeu, il va vous chercher 2 créatures qui ont un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. Donc c'est vraiment utile pour du coup aller chercher ces fameuses créatures artefacts qui coûtent 0, très important du coup pour avoir encore du gaz supplémentaire grâce à lui. Et la dernière, c'est un terrain, la foire des inventeurs, un de mes terrains préférés, qui vous permet de tuto avec sa deuxième capacité, évidemment, si vous avez suffisamment d'artefacts. Pour parler un petit peu des cailloux maintenant. Alors je vais préciser un truc parce que généralement quand je parle de cailloux dans mes decks, j'ai tendance à dire voilà il y a plein de cailloux intéressants, tout ça. Là on parle d'un type de caillou très précis, c'est-à-dire que je vous conseille de ne pas mettre tous les cailloux que vous avez, si jamais vous voulez le faire un peu à une autre sauce, hein, à la vôtre. Là on parle de cailloux en fait qui font plus de mana que ce qu'ils ont coûté. Alors là oui évidemment le club est très restreint, hein, là j'en ai 2 actuellement dans le deck, et j'ai juste un autre caillou, enfin on va dire un caillou et demi à côté pour d'autres raisons. Alors le premier caillou évidemment auquel on va penser c'est l'anneau solaire. Je tiens à préciser tout de suite, il y a quand même pire que l'anneau solaire, hein. Il y a la crypte de mana, que je n'ai pas mis dans le deck parce que malheureusement j'en ai qu'un seul exemplaire, et qu'il est actuellement occupé ailleurs. Donc voilà, si vous voulez mettre une crypte de mana, que vous en avez une en stock, allez-y, faites-vous plaisir, ça marche tout à fait dans le deck. Donc l'anneau solaire il marche très bien,
Mais il y a aussi la large de mana, le Mana Vault, qui coûte pas si cher d'ailleurs, puisqu'il y a une réédition récente dans Ultimate Masters. Et alors lui, il se dégage pas à votre étape de dégagement, d'accord. Normalement, il faut payer 4 pour le dégager, il vous fait mal en fait. Il vous fait mal si jamais il est engagé. Mais, juste une précision, pourquoi est-ce que je prends des artefacts qui vont faire plus de mana qu'ils n'en ont coûté? Tout simplement parce que il y a des créatures qui bounce dans votre deck, c'est le but. Vous allez engager ces artefacts-là pour faire du mana. La créature que vous allez avoir qui va bouncer du coup votre caillou, bah, en fait, elle va laisser du mana supplémentaire derrière. Je veux dire, vous allez avoir du coup, si vous avez engagé l'anneau solaire parce qu'il va être bouncé, il fait 2 mana, vous en utilisez un pour le relancer, et du coup, techniquement, vous avez encore un mana en rab. Donc, c'est plutôt cool et ça fonctionne bien. Pareil pour l'arche de mana. Finalement, même, vous pouvez avoir l'arche de mana qui est quasiment tout le temps dégagée si vous avez un bounce, enfin une créature qui bounce disponible. Ça, c'est vraiment pour ces deux-là, je pense qu'ils sont très importants, et même pour un démarrage canon, ils sont plutôt exceptionnels. Voilà. Parce que bon, l'arche de mana, elle m'a permis de faire des Téchars tour 2, pareil pour l'anneau solaire, quoi. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir avoir son commandant le plus rapidement possible dans ce deck. Ensuite, il y a la pierre de l'esprit que j'ai laissée, pourquoi? Parce que se sacrifie pour piocher. Et comme elle peut être renvoyée dans la main en cas de nécessité avec les créatures, si jamais vous êtes un petit peu en coup de mou, c'est plutôt sympa et ça paye pas de pain. Ensuite, le dernier, c'est pas vraiment un caillou, c'est juste une carte qui génère beaucoup de mana, c'est l'ancienne tombe. Parce que générer 2 mana incolores en prenant juste 2 dégâts, c'est vraiment très fort. Encore une fois, je ne peux que insister sur le fait que avoir son commandant le plus vite possible dans ce deck, c'est extrêmement important. Voilà, je ne peux que vous inviter à voir ça par vous-même, c'est que plus votre commandant va sortir vite, plus vous pouvez mettre les pièces en place et plus vite ça va tourner. Voilà, puisque Téchar est essentiel à la stratégie du deck, ça c'est sûr. Parlons un petit peu de la value, j'ai divisé en plusieurs catégories. Tout simplement, on a les premiers, c'est les réducteurs de coûts, parce que oui, lancer des artefacts qui coûtent 1 pour 0 finalement, eh ben, ça fait qu'on a beaucoup plus de cartes dans le deck qui coûtent 0 et qui du coup nous permettent de réanimer des bêtes gratuitement grâce à Téchar. Donc c'est vachement cool, et écoutez, on va se concentrer là-dessus, c'est tout simplement avec le seul, l'unique, l'inspecteur de la fonderie, voilà, qui réduit nos sorts d'artefacts de 1, la clé de nuage, du coup dans laquelle vous allez choisir artefact bien sûr, et surtout mon préféré, mon petit chouchou, l'enclume d'apparence, puisque l'enclume d'apparence, vous exilez par exemple l'inspecteur de la fonderie, vous réduisez tout le coût de vos créatures de 2 et tout le coût de vos artefacts de 2. Donc c'est plutôt cool. Alors, il y a une carte un petit peu à part, je ne savais pas où la mettre, parce que malheureusement, elle ne rentre dans aucune des autres catégories, mais en fait, elle peut faire partie d'une combo. C'est tout simplement le Cathodion. Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand il meurt, il fait 3 mana incolore à votre réserve. Il coûte 3, c'est une 3-3. Donc, l'avantage, c'est que du coup, il peut générer énormément de mana avec des moteurs à sacrifice, finalement, qui sont assez intéressants. Même, imaginons la griffe de Jix. Bah tout simplement, la griffe de Jix, vous payez 1, vous sacrifiez le Cathodion, il vous fait 3 mana derrière, vous pouvez lancer un artefact qui coûte 1, ça va ranimer Cathodion, vous pouvez le resacrifier derrière avec un de ses propres mana qu'il avait fait avant, du coup ça vous fait 4 mana en plus, etc. Et vous pouvez continuer comme ça. Bon là on est sur une synergie, mais disons que dans certaines combinaisons de cartes, ça peut être une combo. Et justement, le Cathodion, il peut vraiment être très efficace là-dessus. Et je ne peux que vous conseiller de l'acheter, puisqu'il coûte pas si cher que ça. Ensuite, on a quelques moteurs de pioche plutôt sympas. On a le Scrute-Ciel, voilà une petite créature artefact. Familier Filigrane qui fait pareil, mais quand il meurt, lui. Le Mentor des Humbles, que j'aime beaucoup, voilà, parce qu'il demande juste une petite contribution en mana quand il y a une autre créature qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Il le fait pas une seule fois, contrairement aux autres. Mais malheureusement, lui, il aime pas trop le fait d'être sacrifié ou le fait d'être ranimé en jeu, quoi. Il s'en fiche. Et ensuite, en juste artefact, on a la source de Sani. Voilà, que quand elle est sacrifiée, en plus, elle va vous faire piocher en plus de son arrivée en jeu, donc c'est plutôt cool. Et on a surtout le seul unique, le Pince-Crâne, parce que voilà, Pince-Crâne dans ce deck est extrêmement fort, et je vous avoue qu'il n'y a que 2 équipements dans le deck. Le don du Forge Acier, celui que le tuto dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est là pour Pince-Crâne essentiellement. Voilà. Parce que Pince-Crâne c'est extrêmement fort, dans ce deck ça devient stupide. Ne serait-ce que voilà l'exemple que je vous ai donné avec Cathodion tout à l'heure. Cathodion, vous équipez le Pince-Crâne, vous le sacrifiez avec n'importe quel moteur à sacrifice. Pince-Crâne va vous faire piocher 2 cartes, vous allez faire 3 mana. Vous pouvez du coup ranimer ranimer Cathodion ensuite avec un artefact que vous aurez pioché, etc. etc., etc. Et c'est encore mieux avec les créatures artefacts comme le Méca Plongeur.
quand il meurt, en fait, je vous rappelle qu'il renvoie un artefact depuis votre cimetière dans votre main. Et du coup, ben voilà, vous mettez méca plongeur, vous le sacrifiez par exemple avec un hôtel d'Ashnod pour faire 2 mana. Et puis bah du coup, à chaque fois, vous allez pouvoir du coup attacher le pince crâne sur méca plongeur, qui va du coup mourir, ranimer un autre artefact qui coûte 0, on va espérer. Du style un pétale de lotus par exemple. Bah déjà, même sans l'hôtel d'Ashnod, bah vous avez juste méca plongeur, pétale de lotus et le pince crâne, plus bon évidemment Téchar sur le champ de bataille. Hein. Et ben en fait en gros vous tournez en boucle, voilà. Vous piochez tout votre deck et puis derrière vous n'avez plus qu'à faire ce que vous avez envie. Voilà. Donc voilà, c'était juste un exemple, enfin quelques exemples de ce que pince crâne pouvait faire. Et ensuite, la dernière carte que j'ai mise, c'est le seul enchantement du deck, c'est la contribution foncière, tout simplement qui vous permet d'aller récupérer des terrains et de vous en débarrasser le plus vite possible, puisque quand même le deck tourne assez vite, vous n'avez pas besoin d'avoir une quinzaine de terrains sur le champ de bataille, sauf en cas de gros problèmes. Donc voilà, là je vous conseille quand même, si vous pouvez l'avoir, bah voilà, faites-vous plaisir. On va parler un petit peu de protection parce qu'il faut avoir moyen de protéger le board, certains éléments particuliers de votre stratégie, plus aussi tout simplement des moyens de gestion pour les plans adverses. Du coup c'est pour ça que j'ai divisé en 3 parties. On va commencer avec tout ce qui protège le board, votre board en entier. On a tout d'abord le Kami du faux espoir qui va prévenir les blessures de combat, l'esprit dévoué, le grand abolisseur, alors lui c'est mon petit préféré puisque bon il empêche carrément les joueurs de faire des choses pendant votre tour, donc c'est assez cool et ça empêche vraiment d'être très réactif, alors que votre deck lui est proactif, donc vous allez jouer quasiment uniquement pendant votre tour, les combos elles vont se faire à ce moment là, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a l'extrêmement cher mais ô combien utile protection de Teferi. Voilà, parce que protéger un board et vous protéger complètement d'une annihilation, d'une combo en face, bah écoutez, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix du coup, là 25 € actuellement. Et ensuite derrière, on a Face Reward, dont j'oublie le nom en français, qui est tout simplement récompense de la foi. Voilà, un éphémère qui renvoie sur le champ de bataille tous les permanents qui ont été mis au cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Enfin, pour les vôtres uniquement. Donc bon, c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. En plus, ça permet de redonner un coup de boost si jamais vos synergies et vos combos ont été un petit peu bousillés, tout simplement. En protection de cible unique, on a le garde du corps intrépide de Dominaria, plutôt cool pour défendre son commandant. Pareil avec la mer des runes. On a aussi les fameuses jambières d'éclair, là c'est la protection ultime quand même. On a un petit ajout que j'ai fait au Magic Fest durant le week-end, c'est Loyal Retainers. Alors je n'ai pas le nom en français puisqu'il n'existe pas en français. Tout simplement en fait vous pouvez le sacrifier durant votre première phase principale en fait, avant la déclaration des bloqueurs. Vous pouvez, avant la déclaration des attaquants pardon, vous pouvez le sacrifier pour ranimer une créature légendaire en fait du cimetière et la remettre directement sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt cool, c'est que du coup en fait il peut être animé aussi par Téchar derrière et du coup lui donner une certaine protection, une certaine boucle pour éviter que votre commandant se fasse bousiller la tronche en boucle. Ce qui des fois peut être une situation on va dire assez désagréable pour vous. Ensuite on a le flambeau du commandement pour justement protéger votre commandant encore une fois, ou plutôt éviter la taxe. Parce que le flambeau du commandement peut se sacrifier pour renvoyer votre commandant de votre zone de commandement dans votre main. Donc c'est plutôt cool. Et Ganjo Castle, donc le château des Ganjo, qui fonctionne pareil, qui prévient quelques blessures, ça peut être sympa aussi. Pour la gestion, alors c'est pas de l'anti-bête, mais on va dire de l'anti-tout, on a le chemin vers l'exil. Oui, je sais, j'ai dit la dernière fois que les anti-bêtes à cible unique, c'était pas terrible, mais là on parle du compétitif. Et là, avoir un seul mana pour gérer une menace adverse, alors que nous on est en train de monter notre plan de combo, c'est vraiment peu cher pour fonctionner comme ça. Donc du coup, on aime bien. Chemin vers l'exil, ok. Expédier pareil, vu qu'on a le Metalcraft assez souvent avec l'art des métaux, pardon, en français, avec le nombre d'artefacts qu'on a dans le deck, c'est vrai que c'est assez cool. Plus derrière, pour gérer les enchantements, j'ai mis le Kami de la loi ancienne, qui se sacrifie tout seul pour détruire un enchantement, donc c'est assez cool, on peut le réanimer aussi. Et tout simplement, un petit dernier pour gérer les terrains, Strip Mine, donc la mine des morts vivants, des morts terrains, pardon, des morts vivants, la blague, des morts terrains, qui se sacrifient pour aller détruire un terrain ciblé, donc c'est plutôt cool.
et ça permet de gérer aussi pas mal de stratégies là-dessus. Pour vous raconter un petit peu le prix que tout ça coûte. Alors le deck tel que je l'ai monté, il y a des améliorations possibles, je vais vous en parler juste après. Mais actuellement le deck tel que je vous en ai parlé, avec les premiers prix français, sauf pour les cartes qui sont uniquement disponibles en anglais bien sûr, on en est à 223 €. Bon, autant vous dire que moi j'ai pas eu autant dépensé, puisque la plupart des cartes je les avais déjà. J'ai dû dépenser de l'argent pour des cartes que je n'avais pas et qui sont des petites cartes de merde, on va le dire comme ça, hein, puisque ce sont essentiellement les cartes à boons, etc. Des cartes qui valaient 5 centimes. Donc autant vous dire que voilà, ça a été plutôt simple à monter, avec ce que j'avais déjà. Mais, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut rajouter quelques cartes. J'en ai quelques-unes à vous proposer, j'en ai exactement 3. Qui sortent du lot et qui fonctionnent extrêmement bien avec le deck. Tout simplement, on a le Mox d'Opale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui remplace le Mox de Chrome, puisque lui, il n'a pas besoin qu'on exile une carte de votre main pour faire du mana. Il a juste besoin qu'il y ait 3 artefacts sur le champ de bataille. Généralement, ça se fait quand même assez vite et assez bien. Ensuite, il y a la Crypte de mana. Pareil, un artefact pour 0 encore une fois, donc ça en rajoute encore 1, c'est plutôt cool. Et qui fait du mana incolore, donc c'est pas mal. Et ensuite, il y a le petit dernier, donc je vais parler des gros cailloux qui font plus de mana qu'ils n'en coûtent. Et bien tout simplement, il y a le Grim Monolith, le monolithe sinistre, qui lui coûte 2 mana et en fait 3. Par contre, il ne se dégage pas et demande de 4 mana pour être dégagé. Donc c'est vrai que ça peut assez bien fonctionner ce monolithe sinistre. Mais le problème, c'est que ces 3 cartes-là, à elles seules, elles font plus que doubler le prix du deck. Voilà. Puisque le monolithe sinistre coûte, je sais plus, 100 € à lui tout seul, 150, quelque chose comme ça. La crypte de mana, on approche aussi des 100 €. Le Mox d'Opale, ça doit être à peu près pareil. Donc honnêtement, ça fait extrêmement mal. Au niveau du deck, c'est pas très agréable. Là même, 223 € pour un deck Commander, sachant que j'ai pas non plus mis les bouchées doubles, hein. Je vous avoue, sur les cartes, il y a quelques cartes qui sortent du lot qui sont vraiment chères, mais la plupart des autres valent, on va dire, moins de 10 € quoi. Je pense que là, pour ceux qui voudraient jouer un petit peu plus fun ce deck Téchar, maintenant je vais vous donner les conseils à suivre et les cartes qu'on pourrait enlever sans que ça altère trop le fonctionnement du deck. Ça va le ralentir, c'est sûr, parce que si j'ai choisi ces cartes, c'est parce qu'elles sont extrêmement efficaces, que ça va vite, que ça permet au deck de tourner plus rapidement. Mais dans les cartes les plus chères, ce que je peux vous conseiller, c'est que par exemple, le Mox de Chrome, je vous conseillerais quand même de le garder. La baliste, pour moi, c'est une condition de win et l'une des meilleures, donc c'est impossible de s'en séparer. Donc les artefacts à 0, vraiment, il faut éviter de réduire. Là, je vous conseille, hein, les artefacts qui coûtent 0, évitez. Évitez vraiment d'y toucher, gardez une liste correcte. Là, actuellement, j'en ai mis au total 12 dans le deck, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça, et des intéressants, encore moins. Donc à voir, à moins que vous vouliez mettre la relique de Sombracier. Voilà, vous pouvez aussi, hein, c'est dommage, mais elle n'a pas d'effet particulier à part d'être indestructible. Mais bon, voilà. Ensuite, les réanimateurs sont heureusement pas trop chers pour tous ceux qui ont été proposés, hein, à part peut-être Emeria, mais bon, c'est pas, je pense que c'est pas nécessaire de le garder. Les boons, c'est pareil, ils sont pas chers. Les moteurs à sacrifice, là, on commence à taper dans le plus dur. Je pense qu'il y en a un en fait qu'on peut retirer de la liste sans problème, c'est l'Hôtel Phyrexian, parce qu'il ne fait que 1 mana à chaque fois. Il coûte quand même assez cher, on approche quand même des 20 €. C'est l'une des cartes les plus chères du deck finalement. Et sachant qu'en plus on a quand même la chance que la ferronnerie ait été bannie du moderne, du coup ça fait qu'elle est devenue beaucoup plus abordable à 3 €. Donc ça je vous conseillerais de la garder par contre. Mais c'est vrai que l'Hôtel Phyrexian, peut-être qu'il faudrait trouver une alternative, mais malheureusement j'en ai pas trouvé personnellement. Dans les conditions de win alternatives, heureusement ce ne sont pas des cartes chères. Les tutos, là malheureusement il y en a un qui ressort du lot, c'est le recruteur de la garde, The Recruiter of the Guard, tout simplement qui coûte trop cher parce qu'il a été édité dans une seule édition. Là du coup ça se comprend. Et je pense que c'est pas non plus un cut trop grave en fait à faire sur le deck. C'est-à-dire que bon ça va faire un petit peu mal, d'accord, mais ça n'empêche pas non plus le deck de tourner, voilà. Au niveau des cailloux, je pense que honnêtement l'arche de mana il vaut mieux la garder, parce que c'est quand même un artefact assez intéressant qui génère beaucoup de mana rapidement. L'ancienne tombe, je la trouve très efficace, très bonne dans le deck, mais malheureusement c'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher, même si elle a été rééditée. Encore heureux, parce que ces deux cartes là ont été rééditées en Ultimate Masters, du coup le prix a baissé quand même plutôt pas mal.
Mais malheureusement, bah voilà, pour ceux qui ont un budget assez limité, peut-être que l'ancienne tombe, ça sera pas dans votre budget. Bon après, les réducteurs de coûts, l'enclume d'apparence, ça je vous conseille d'en acheter une, hein. Même voilà, vous dites mince, c'est peut-être un peu trop. Ouais, mais ça marche très bien dans le deck, ça le fait vraiment tourner à fond, très rapidement. Faire réduire les coûts de 2 de tous vos artefacts et toutes vos créatures, ça peut vraiment être décisif. Dans le reste, au niveau de la value, peut-être que la contribution foncière, land tax, n'est pas nécessaire. Voilà, je pense pas que ce soit non plus extrêmement nécessaire. Dans la protection, malheureusement, on a une des cartes les plus chères du deck, si ce n'est la plus chère d'ailleurs. Oui, la plus chère, je pense. C'est la protection de Teferi. C'est un classique, même s'il est extrêmement récent. Il est sorti en août 2017. Mais je veux dire, c'est devenu un classique très rapidement. C'est joué dans pas beaucoup de formats. C'est les formats Eternal, le Commander, le Vintage, le Legacy et tous les formats associés. Et en fait, c'est devenu vraiment très vite un essentiel de cette couleur-là. Parce que bah, ça protège un board, ça vous évite de subir les combos adverses pendant le tour où il peut les faire. Et du coup, bah, en fait, c'est vraiment c'est vraiment tout simplement je vais pas dire une condition de victoire, mais on va dire un moyen d'éviter la victoire des autres. Et c'est vraiment extrêmement fort. Mais si vous n'avez pas le budget, bah écoutez, tant pis. Je veux dire, il y a d'autres solutions qui existent, d'autres cartes. Ça coûtera peut-être un peu plus cher en mana, ce qui est assez dommage, puisque bon, on essaie de faire en sorte que le deck soit assez peu cher. Donc bon. Et puis au niveau des autres protections, bah pareil, Loyal Retainers, même si ça a été réédité en tant que invocation, c'est la carte que j'ai, en plus c'est la version que j'ai, c'est extrêmement moche. Et pareil, le flambeau du commandement, c'est vrai que bah, si vous n'avez pas fait le Commander 2015, c'est des cartes qui sont assez difficiles à obtenir et qui coûtent assez cher, mais du coup vous pouvez les retirer sans trop de problèmes, quoi. Et puis derrière, bah, je pense que le chemin vers l'exil, quand même, il est assez nécessaire, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'anti-bêtes. Si vous avez le retour au pays, vous pouvez les remplacer par ça aussi. Donc voilà. Je pense qu'en enlevant en fait les cartes dont je viens de parler, on peut facilement passer à un deck en dessous des 100 €. Du coup, je vais pas vous faire la decklist, hein, là ce sont juste des suppositions et les propositions si jamais vous voulez faire le deck, ou plutôt si vous voulez le faire en modifiant légèrement pour qu'il soit un peu plus abordable pour vous, ce que je comprends tout à fait, et je pense que le deck va quand même bien tourner. N'oubliez pas juste de ne pas enlever les conditions de win, parce que si vous les enlevez, évidemment, là ça va être compliqué, vous allez juste faire de la réanimation en boucle, et il va pas se passer grand chose en fait. Mais, si jamais vous voulez monter le deck à votre sauce, voilà, c'est un conseil que je vous donne, parce que bon, moi j'ai étudié des decklists qui existaient déjà, j'ai été faire des recherches sur toutes les créatures qui coûtent 3 ou moins en blanc, toutes les créatures artefacts qui coûtent 3 ou moins, tous les artefacts qui coûtent 0, tout. J'ai vraiment tout vérifié. Je me suis inspiré de ce qui existait déjà, j'ai été faire mes propres recherches à côté. Pour faire ce deck, ça m'a pris des jours. Mais alors, des jours au sens propre, voilà. Je veux dire, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Et juste pour une chose, si jamais vous voulez le monter, n'oubliez pas l'essentiel. Vos créatures, essayez de faire en sorte que ce soit des créatures artefacts, la majorité déjà, ça va vous faire gagner un petit peu en value. N'oubliez pas des moteurs de sacrifice, et surtout le moyen de faire en sorte que vos créatures, enfin plutôt faire en sorte que vos créatures coûtent 3 ou moins, c'est tout. Si vous commencez à essayer de jouer à dire oui, mais je vais en mettre quelques-unes quand même qui coûtent 4, 5, 6, et puis je vais faire un petit peu de réanimation en mettant par exemple le titan blanc, j'ai oublié comment il s'appelle, le titan solaire, oui voilà. Malheureusement ça marche moins bien parce que c'est des cartes qui sont mortes en fait, qui vont pas être assez utiles. Après si vous voulez pas jouer uniquement autour de Téchar, libre à vous. Mais alors du coup ça fait que le plan de jeu va être complètement différent. Et là je veux bien voir par contre ce que vous allez me proposer. Voilà. Donc si jamais vous avez une autre idée de faire un petit deck value qui n'est pas forcément combo, bah écoutez, montrez-nous un petit peu ce que vous avez pu en sortir, faites-nous les decklists et montrez-les dans les commentaires de la chaîne, de la vidéo, je serais tout à fait content de les voir. Du coup, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, allez la liker, partagez, voilà, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien le fait que je fasse du compétitif. J'avoue que ça, je le ferai pas tous les jours, hein, ça va le faire assez rarement. Je vais essayer de faire un autre deck tech très prochainement sur un deck un petit peu plus fun, parce que j'en ai monté plein en fun récemment. En fait, j'ai monté plein de decks tout court. Enfin bon, mais voilà, il va falloir que je vous parle un petit peu de tout ça, puisque j'ai énormément de decks qui traînent, des decks que j'ai fait auparavant, que j'ai déjà déconstruits avant même que de vous en parler. Donc autant vous dire que c'est
c'est chargé, on a plein de choses à aborder encore. Voilà, voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, la tour de commandement, @tourdecom avec 2 M. Vous avez aussi notre adresse mail, tourdecommandement@gmail.com. Si jamais vous avez envie de nous envoyer un mail avec des commentaires un peu plus longs, des propositions pour les prochaines vidéos, pour du deck mentor, pourquoi pas, si jamais vous avez un deck sur lequel vous voulez un avis. Et aussi, vous pouvez me retrouver moi, Eronim, sur Twitter, @eronimfr. Encore une fois, j'insiste vraiment, Twitter, c'est un réseau social que j'ai envie de... Un réseau social, ça se dit? Oui, oui, tout à fait. Que j'ai envie d'utiliser un maximum pour communiquer avec vous. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, en fait, il n'y a personne avec qui je parle. Donc bon, voilà, c'est un peu triste et surtout, vous loupez les infos que je diffuse là-bas en avance, notamment quand est-ce que les vidéos sortent. Normalement, elles sortent le dimanche soir, ça vous êtes sûr. Mais là, on a eu du retard certaines. Voilà. Sur ce, j'espère qu'on se retrouvera dans le prochain épisode et je vous dis à la prochaine. Bye bye!